Louis XIV, le roi Soleil. Le journal secret de Louis XIV partie 5. Alors, bienvenue dans l'Histoire de France, journal secret de Louis XIV, 5e partie. Nous allons donc, dans cette 5e partie, entamer l'année 1678. Le 4 de janvier, nous avons donné la place de commissaire général des fortifications à Vauban, qui depuis longtemps en exerçoit les fonctions à la satisfaction de tous. 18 janvier, l'Angleterre se décida, bien malheureusement pour nous, à faire alliance avec l'Hollande. 7 février, rompant volontairement avec le vieil usage du quartier d'hiver, je quittois Saint-Germain et partis pour la guerre. 27 février, après avoir traversé la Brie et la Champagne, je fis à dessein un grand détour par la Lorraine, de Bar-le-Duc à Metz. Pour mieux cacher mes intentions, j'ai voyagé en compagnie de la reine. Le 4 mars, après une marche forcée de 60 lieues, en 3 jours, j'arrive par surprise devant Gand. 12 mars, Gand capitula le 9 et sa citadelle aujourd'hui. Nous espérons avoir de la sorte impressionné les Hollandois. 25 mars, les villes tombent comme des fruits trop mûrs. Ypres a capitulé aujourd'hui. 7 avril, je me retrouve à Saint-Germain satisfait de ma campagne. 11 mai, le sieur Lafontaine, auteur de contes licencieux, paroisse est un peu assagi. Il vient de publier un livre plus innocent, la suite de ses fables imitées d'Ésope. L'on dit à Paris qu'il brûle d'être académicien. 12 mai, je partis de Saint-Germain en compagnie de monsieur. Je retourne pour quelque temps aux Pays-Bas. Le 3 juin. De retour à Saint-Germain, je sus que Puigcerda s'était rendu au maréchal de Navaille. 6 juin. ATH mis au monde ce jour à Versailles un garçon bien conformé que nous appellerons Louis-Alexandre. Je pense lui donner le nom de comte de Toulouse. Toutes ses grossesses ont diminué la beauté de ATH et elles n'ont aucunement adouci son humeur. 30 juin. J'accepte la proposition des États généraux des Provinces-Unies. Une suspension des combats pendant la négociation d'une paix à Nimègue. 28 juillet. En Allemagne, nos affaires vont bien. Monsieur de Créqui l'emporta le 6 sur les impériaux à Rheinfeld et prit le fort de Kehl le 25. Le 2 août, le roi d'Angleterre s'étant engagé à envoyer des troupes en Hollande, si je gardois toutes les places conquises par nos armées, je cédois dans un souci de paix. Du 15 août, le 10 de ce mois furent signés quelques traités à Nimègue. J'acceptois de renoncer à notre tarif douanier trop sévère. Je voulus bien rendre Maastricht à charge pour les Hollandais de respecter la liberté des catholiques de la ville. Je restituois au statutaire sa principauté et ville d'Orange. Il m'étoit difficile d'être plus accommodant. Le 20 août, quoique sachant la paix conclue, le prince d'Orange, toujours bout de feu, attaqua à Saint-Denis, en Hainaut, près de Mons, l'armée du maréchal de Luxembourg. Mal lui en a pris, car au terme d'un combat acharné, il fut repoussé vigoureusement. Le 5 septembre, à Fontainebleau. C'est le jour de mes 40 ans. Je me porte bien, mais une chose m'embarrasse. Jadis, j'ai promis à la reine de lui être fidèle lorsque j'aurai atteint l'âge de 30 ans. Or voici que j'en ai 40 et que je n'ai pas encore mis de l'ordre en mon particulier. 22 septembre. Le 17 fut signé un autre traité à Nimègue, cette fois entre la France et l'Espagne. Ce pays dut accepter nos exigences sans barguiner. Nous rendîmes Gand, Limbourg et Saint-Ghislain et même quelques acquets de 1668, ATH, Audenarde, Binche, Courtrai et Charleroi. En contre-échange, et suivant les conseils de Vauban, qui nous aménage un pré carré défendu par une ceinture de fer, nous obtenons de l'Espagne la partie encore réservée de l'Artois, c'est à savoir Aire et Saint-Omer et en Flandre, Cassel, Poperingue, Bailleul, Ypres, Warwick et Vaneton. En Hainaut et Cambrésis, Condé, Bavay, Maubeuge, Valenciennes, Bouchain et Cambrai. Mais, brochant sur le tout, nous gagnons la Franche-Comté. 7 octobre, un tidum dit en action de grâce pour la paix avec l'Hollande.
Le 27 octobre, Madame engagea ce mois-ci comme l'une de ses filles d'honneur une jeune personne de la noblesse d'Auvergne, qui se nomme Madame de Fontanges, et qui va tourner la tête de bien des gentilshommes en cette cour. 27 décembre. Les tidums de ce jour sont en action de grâce pour la paix conclue avec l'Espagne. Du 31. La paix n'est point encore acquise du côté de l'empereur et de l'Empire, mais nous forçâmes la victoire à l'ouest, surtout par notre campagne inopinée de l'hiver. Un oratorien, le père Richard Simon, se fit une réputation de mauvaise aloi par une certaine histoire critique du Vieux Testament que l'abbé Bossuet a très justement fait condamner et détruire. On y lisoit en effet que Moïse n'écrivit point les 5 livres qui lui furent toujours reconnus, le savant du Cange publia un glossaire latin, la cour et la ville lisent et relisent un roman d'imagination et d'histoire qui a pour titre La princesse de Clèves. On y parle de seigneurs et de dames de jadis au temps de Henri II ou de Henri III. Mais certains pensent y trouver aussi des clés ouvrant des serrures du présent siècle. On assure que ce livre aura pour auteur Madame de Lafayette. Dans le royaume d'Hongrie, nos alliés de revers, les malcontents, commencèrent à gêner les affaires intérieures de la maison d'Autriche. Les Turcs les soutiennent ouvertement, et nous dans le secret. Ma conférence avec Colbert fit apparaître une dépense annuelle de 3 956 000 francs pour les bâtiments. Versailles y figure pour une somme de 2 179 000 livres, car on travaille à décorer le Grand Degré et Mansart a commencé de construire la grande aile du Midi. Fontainebleau coûta 349 000 livres, Saint-Germain 178 000, Clagny, qui n'est point achevé, ne coûte pas moins de 308 000 francs, ce qui suffira à prouver qu'une certaine Athénaïs conserve son crédit à la cour. Voici clos l'année 1678. Nous allons commencer l'année 1679. Le 5 de janvier, je passois en revue près de Nanterre mon régiment des gardes françoises et mon régiment des gardes suisses. 19 janvier, M. de Vendôme prêta serment en qualité de gouverneur de la Provence. Avec M. le comte de This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Guignan pour lieutenant général, il ne sera vraiment tenu de résider qu'en cas de guerre. Le 1er février, on donna hier à Paris au théâtre du Palais Royal Bel-Air au fond. Tragédie en musique de Corneille le Jeune et de Lully. Il paroit que tout Paris y fut, que tous crièrent au miracle, tant Lully s'est toi surpassé. Il faudra que je me fasse représenter cet opéra à la cour. Le prologue convenoit fort au temps présent qu'il disoit. Après avoir chanté les fureurs de la guerre, chantons les douceurs de la paix. 11 février. La paix fut signée avec l'empereur le 5 de ce mois. Elle nous est assez avantageuse. Nous lui laissons Philipsbourg, mais nous gardons Fribourg et le chemin à travers le Brisgau, lequel relie Fribourg à Brisac. En outre, l'empereur nous confirma dans la préfecture son partage de la décapode d'Alsace. Ainsi, nous avons désormais toute cette province, hormis Strasbourg. Je me suis engagé à rendre la Lorraine au duc Charles, mais si bien diminué que je sais que son honneur lui interdira d'y souscrire et qu'il continuera de servir l'Empire en volontaire. « 28 février. On m'assure que ATH aura la nuit passée perdu 400 000 pistoles au jeu avant de les regagner. 6 mars. M. de Lauzun et M. Fouquet auront à Pignerol permission de communiquer entre eux et de s'entretenir. Leur emprisonnement s'en trouvera fort adouci. 17 mars. Nous avons fait une déclaration contre les relapses et les apostats. ATH est enfin jalouse de sa nouvelle grande rivale, la belle F. Il lui fallut près de 5 mois pour deviner la vérité. Jusqu'ici, ATH soupçonnoit plus volontiers mademoiselle SC. On arrêta il y a plusieurs jours une femme fort suspecte, la femme Monvoisin, dite la voisin. Elle aura vendu des poisons distribués charmes et maléfices. On ne rencontre plus de sorcières, mais depuis le procès de madame de Brinvilliers, messieurs de Louvois et de Larigny voient un commerce du poison partout. Du 6 avril, F est devenue si belle et son bonheur l'illumine tant que nos amours ne resteront plus longtemps secrètes. Nous allons publier un règlement général pour les écoles de droit comportant en l'Université de Paris l'enseignement du droit français, tant public que privé, aux côtés des lois romaines et des canons de l'Église. 7 avril, nous instituons une commission extraordinaire qui prendra le nom de Chambre de l'Arsenal. Elle jugera en dernier ressort les affaires de poison. Le 10 avril, la Chambre de l'Arsenal, que les Parisiens nomment la Chambre ardente, s'est réunie pour une première audience.
Le 16 avril, Madame la duchesse de Longueville, sœur de Monsieur le Prince, mourut hier à Paris à l'âge de 59 ans. Cette princesse dut sa réputation à sa naissance, à sa beauté, à son esprit. À ses amours aussi, ou à ses liaisons tumultueuses, on parle de Monsieur de la Rochefoucauld, qui en fit une épigramme. Puis ensuite, à sa conversion. Sa dévotion fut aussi vive que ses débordements de jadis, sa voix était indiscrète. Ses amis la voyaient même comme une mère de l'Église. Mais hélas, notre belle cousine avoua cru juste et légitime de s'ériger en protectrice du Port-Royal. On s'assura que la paix de l'Église tint à elle autant qu'au pape Clément IX. Cela laissera entendre que, Madame la duchesse disparue, le Port-Royal et la secte janséniste sera de nouveau en péril. Demain, je nommerai le père Bordalou prédicateur ordinaire. 24 avril, nous publions La paix avec l'Empire ainsi que nous le pensions. M. de Lorraine refuse de revenir dans son duché, trop morcelé. Du 16 de mai, M. de Louvois fut au début de ce mois arrêté le comte Mattioli, secrétaire d'État de M. le duc de Mantoue, lequel Mattioli avoua trahi son maître, et nous avions trahi aussi. À propos de la place de Casals, qui est la capitale du Montferrat, le coupable fut conduit dans le plus grand secret à Pignerol pour y être enfermé. Il fut transporté ayant la tête enfermée en une capuche particulière, découpée exprès pour lui, et il paroit qu'il eût cru un masque de fer ou de cuivre. Le 17 de mai, Monsieur de Paris alla au Port-Royal des Champs. C'était sa première visite depuis 8 ans qu'il était archevêque. Et il s'entretint honnêtement avec Monsieur de Sacy et avec Racine. Ensuite, il fit part de mes volontés à la mère Angélique de Saint-Jean, à savoir réduire à 50 le nombre des religieuses professes de cœur et, pour cela, renvoyer les postulantes et ne plus recevoir de pensionnaires. Il défense aussi messieurs de Port-Royal ou solitaires. Du 12 juin, nos chambres de réunion vont aider au travail de Vauban, qui désire de mieux protéger le royaume du côté des 3 évêchés et de l'Alsace. Appuyés sur une bonne connaissance du droit féodal, nos conseillers recherchent pour les réclamer les bourgs et les fiefs qui auraient dû revenir à la France si certains articles des traités, depuis ceux de Westphalie de 1648, avaient été plus précis ou plus exactement rédigés. M. de Louvois suit de fort près tout cela. 15 juin. La faveur de la belle F est devenue difficile à cacher, ATH la souffre mal. Le 29 de juin. Aujourd'hui fut signé à Saint-Germain un traité avec le Brandebourg, tout à notre avantage. L'électeur accepte de faire la paix avec la Suède et de lui rendre la Poméranie. En partie. Le Brandebourg devient notre allié en échange de subsides considérables, mais bien utiles pour les deux parties. Le 13 juillet. Nous supprimâmes les chambres mi-parties, dites de l'édit et pensant à celui de Nantes, à Grenoble et aussi à Castelnaudary. Du 23 juillet, M. de Beauvais, Choard de Buzenval, mourut en son diocèse. C'est toi un pasteur attentionné et un prélat pieux, bien qu'il ait été trop favorable aux amis du Port-Royal. Du 1er du mois d'août. Je passois en revue la maison du roi dans la plaine d'Ouille, en compagnie de la reine et de Monseigneur. J'ai fait préparer en la plaine de Poissy un grand camp de manœuvre. Ce mois-ci, nous allons entamer les réunions, légitimement sollicitées par les chambres, et sinon, ce sera pour l'automne. Le 8 août, nous vîmes défiler et manœuvrer nos troupes près de Poissy. 25 août, Monsieur le cardinal de Ray mourut hier à Paris après 7 jours de fièvre continue. Il avoua mais en vain requis d'être traité par la quinquina, fameux médicament du sieur Talbot, qui est un médecin anglois. Depuis 4 ans, M. de Ray vivait dans la retraite au terme d'une vie toute en complot, en agitation, en ambition. Le cardinal souffrit toujours d'une vocation mal dirigée. Il voulait être d'épée, général ou principal ministre, on le mit d'église et cela troubla l'église, le royaume, l'ordre public et presque l'Europe entière. Après la mort de Madame de Longueville, celle du cardinal de Ray va éteindre jusqu'à la mémoire de la Fronde et du temps des troubles. Du 31 août à Fontainebleau. La cour fêta ma nièce, Marie-Louise d'Orléans, qui épouse mon cousin, le roi d'Espagne, Charles II. Elle n'y a point consenti et bonne grâce et se compare à Iphigénie sacrifiée. 2 septembre. Par le traité de Fontainebleau, nous avons contraint le roi de Danemark de faire sa paix avec la Suède. 17 septembre. Les réunions vont leur train grâce au travail initial préparé et conduit par M. de Croisy. M. de Louvois impose aux villes de la Décapole un serment d'allégeance à notre couronne que les Alsaciens appellent le serment de fer. 20 septembre.
La Roine d'Espagne quitta Fontainebleau. Madame, qui est sa marâtre, pense l'accompagner jusqu'à Orléans. Monsieur, qui est son père, ira en sa compagnie jusqu'à Amboise. Le 10 octobre, plusieurs princes d'Allemagne se plaignent de la France et l'empereur protesta contre notre réunion. Nous continuons à diminuer les libertés et privilèges des religionnaires. Du 29 octobre, j'accordois à Bérin, mon dessinateur, un logement au Louvre sous la Grande Galerie. Le 31 octobre, F est encore belle malgré qu'elle soit grosse, mais elle a si peu d'esprit que ATH a deviné que la faveur de sa rivale aura une fin. Du 16 novembre, nous déclarâmes la paix faite en ce royaume à celui du Danemark. 18 novembre, à Saint-Germain, souvent de foi, les princes sont contraints d'aller contre leur inclination et de blesser leur naturel. C'est ce qui se produisit ce jour où je dus demander à M. de Pomponne la démission de sa charge de secrétaire d'État pour les affaires étrangères. Sa faiblesse est en cause qui lui faisait réprouver tout notre dessein des réunions. Mais comme il a tardé de nous communiquer une dépêche venue de Bavière, je ne lui ai reproché aujourd'hui que son inapplication. Cela le blesse moins et laisse plus de secret aux affaires publiques. 14 décembre. Une déclaration de ce jour renouvelle l'interdiction des duels et précise les punitions applicables à ce crime. Du 29 décembre, fête de la Nativité. À la cour, tous se réjouissent du prochain mariage entre Mademoiselle de Blois et Monsieur le Prince de Conti. Ces enfants s'aiment comme on le lit dans les romans et dans les contes. Le 31 décembre, Mansart est très occupé tant à Versailles où il travaille à la cour de Marbre et à la Grande Aile du Midi, ainsi qu'à nos écuries sur la place d'Armes et qu'à Marly. Lebrun et Casevaux ont commencé de décorer la Grande Galerie. Monsieur de la Quintigne, lui ont commencé d'amender le potager de Versailles. ATH est maintenant surintendante de la Maison de la Reine, ce qui ne manque point de la satisfaire et qui me convient absolument. Vauban est tout affairé, et il nous forge une ceinture de fer imprenable. La guerre ayant cessé, la gloire de Nimègue m'ayant fait hardi, les dépenses des bâtiments doublèrent, ou presque. Ce rabat-joie de Colbert n'a pas manqué de me faire des remontrances. Elles furent cependant assez douces, tant Colbert me sait gré d'avoir si bien promis son frère, Monsieur de Croissy, lequel succède au marquis de Pomponne, mais remontrances il y eut. La somme des dépenses a été de 7 472 000 livres, 184 000 pour le Beau-Clagny et de ATH, 246 000 pour Fontainebleau, 299 000 francs pour Saint-Germain, 450 000 pour Marly et 4 886 000 pour Versailles. Il n'y a plus de 16 ans, Colbert faisait un drame pour 500 000 écus, dépensés en deux ans. Ces temps sont si loin. N'oublions pas les gens de lettres qui eurent 53 000 francs de pension ou gratification. Voilà fini l'année 1679. Nous allons maintenant entamer l'année 1680. Le 1er janvier, pour commencer l'année, je pris plusieurs dispositions importantes. Madame de Maintenon sera la deuxième dame d'atour de la future dauphine, ce qui justifiera sa présence à la cour et nous rapprochera davantage. J'ai instauré un régime de succession réciproque entre plusieurs de mes enfants, le duc du Maine, le comte de Vexin, Louise-Françoise de Bourbon et Louise-Anne. La beauté de F est vraiment singulière. Elle attire les regards. F coûte cher, mais elle vaut son pesant d'or. Le 6 janvier, je fis une déclaration sur les prisonniers, leur aliment et les conditions de leur élargissement. Le 16 janvier, Monsieur le cardinal de Bouillon maria ce jour Mademoiselle de Blois, ma chère enfant, avec Monsieur le prince de Conti. Du 24 janvier, l'étonnante beauté de F se voile lorsqu'elle songe trop aux très jeunes enfants qu'elle vient de perdre. Le 28 janvier, c'est aujourd'hui à Munich que Monseigneur épouse par procuration Marie-Anne-Christine Victoire de Bavière, pieuse princesse âgée de 19 ans. Le 10 février, Madame la Dauphine est en route, elle quitte à Munich le 5 de ce mois. Le 27 février, allant à la rencontre de Madame la Dauphine, nous sommes arrivés à Villers-Cotterêts. La Dauphine était déjà à Strasbourg le 21. Le 1er mars, Ève vient encore de me coûter 200 000 livres. Elle aime le luxe. A-t-elle à 8 à son carrosse qui semble venu tout droit d'un conte de fées? Que n'a-t-elle d'autant d'esprit que de beauté et de jeunesse? Le 6 mars, tandis que la reine et toi demeurez à Reims, j'ai rencontré Madame la Dauphine à Vitry-le-François. On saisit bientôt qu'elle a plus de vertu et de dévotion que de beauté et d'esprit. Mais Monseigneur est tout heureux. Le 7 de mars, dans la chapelle de l'évêché de Châlons, Monsieur le cardinal de Bouillon unit mon fils à la princesse de Bavière. Il y aura demain grande cérémonie en la cathédrale. 17 mars,
Nous sommes à Villers-Cotterêts. Depuis le 13, ATH s'est plu à part F pour le bal, mais on nous dit que cette dernière ne savoir plus danser le menuet. La cour est dans la joie, tandis que se poursuit à Paris le triste procès des empoisonneurs et des sorciers. La femme voisin fut brûlée le 22 du mois dernier. La chambre de l'Arsenal s'écroule sous le poids des sacs de la procédure. Monsieur de la Reynie me fit savoir que certains des accusés avaient beaucoup parlé de Madame de Montespan. Je commence à regarder ATH avec inquiétude. Le 18 mars, de retour enfin à Saint-Germain, j'apprends la mort de monsieur le duc de La Rochefoucauld, l'ancien fondateur, auteur de mémoires et de maximes, grand seigneur, devenu homme de lettres, ainsi que s'en était introduit la mode. Je suis là de la belle F, ATH et SC sont moins jeunes et moins belles, mais elles ont de l'esprit à revendre. Or, sans l'esprit, que devient l'amour? Voilà que je lance des maximes à l'instar de monsieur de La Rochefoucauld. Le 27 de mars, je fais aujourd'hui à Madame la Dauphine les honneurs de Versailles, lui montrant tous les appartements, le parc et Trianon. Le 28 mars, je fis à la Dauphine les honneurs des grandes eaux à Versailles. On rapporta que Fouquet était mort en sa prison de Pignerol. Dieu et son âme, je songeois depuis peu à le libérer. Les Espagnols n'acceptent point nos réunions. Notre ambassadeur à Madrid, M. de Villars, redoute qu'il ne décide la guerre. F est vraiment très belle. Si je devois philosopher, comme le duc de La Rochefoucauld, j'aurai lieu de m'interroger sur les contradictions de la nature humaine, lesquelles font que je sais toujours comme roi me décider à donner des ordres, tandis que dans mon particulier, je flotte comme un bouchon de liège sur la mer. Peut-être suis-je seulement la victime de ce que le savant le père Mabillon nomme le démon de midi. Le 6 avril, je fis H duchesse de Fontanges et lui concédois une pension de 20 000 écus. Elle prendra le tabouret. Dès demain dimanche, la moitié de la cour y verra une immense faveur, l'autre moitié y verra un congé. Il est convenu que F passera le temps pascal à Montbuisson, l'abbaye de sa sœur. 20 avril, veille de Pâques. Je fis mon bonjour et touchois les malades. Le 1er mai, ATH est jalouse de SC et ne parvient plus à le cacher. F est toujours à Montbuisson. Elle a une singulière maladie qui lui fait perdre du sang en abondance et en outre on assure qu'elle enfle et que son visage est maintenant tout bouffi. Nous allons édicter une grande ordonnance sur le fait des gabelles. Le 15 mai, F a rejoint la cour à Fontainebleau, elle semble rétablie. Le 30 mai, la pauvre F perd à nouveau du sang depuis plusieurs jours. Madame de Maintenon, bien établie à la cour, est fort aimée du roi, fort estimée de la reine, fort détestée de ATH. Le 8 de juin, nous signâmes une ordonnance au sujet des impositions indirectes, entrées, octrois, aides en tout genre. Le 9, jour de la Pentecôte, en la grande chapelle du château, je fis mes dévotions après la messe basse. Nous resterons un mois à Fontainebleau. Le 14 juin, on sut la mort de Vialard de Hers, évêque comte de Châlons, bon pasteur mais trop proche de la secte des jansénistes. Du 30 juin, la duchesse de F pleure chaque jour sur son mal, et sur le fait de n'être pas assez aimée. Elle continue pourtant d'être couverte d'or, ce qui la fit surnommer Danaé. Le 7 juillet, monsieur voulut mettre du désaccord entre la Dauphine et madame de Maintenon, mais j'intervins pour faire cesser cette petite cabale. Du 13 juillet, la cour quitte en ma compagnie Saint-Germain, je vais inspecter les places fortes de Flandre et d'Artois. Du 30 du mois d'août, je suis heureux d'être revenu et à Versailles, ayant visité Montreuil, Boulogne, Calais, Saint-Omer, Aire, Dunkerque, qui m'est si cher, Ypres, Lille, Tournai, ville qui m'est au moins aussi chère que les Dunkerques, Condé, Valenciennes, Cambrai, Landrecy, Avesnes, Maubeuge, Philippeville, Rocroi, Charleville, Mézières, Sedan, Stenay, Montmédy, et j'en oublie. À Philippeville, où nous fûmes le 15 et 16 août, j'appris la mort de monseigneur Collet, monsieur de Pamiers, qui est l'ami de monsieur d'Alais, et partageois ses sentiments sur Port-Royal et sur la Régale. C'est encore en ce mois que j'eus une grave dispute avec ATH, à cause que son nom revient trop souvent dans les aveux des complices de la femme voisin. Elle se défendit avec force, niant la vérité de toutes ces méchantes médisances. Cependant, depuis longtemps, irrité par ses éclats et ses reproches, je l'administrai presque avec violence et lui dis « Si jadis la femme de César ne pouvait être soupçonnée, aujourd'hui je vous dis, madame, que la mère des enfants de César ne saurait non plus l'être. Il est presque assuré que je lui pardonnerai un jour, quelque peu, mais il y a quelque chose de brisé dans notre relation. La duchesse de F, qui fut longtemps au monastère de Chelles, souffre toujours dans son corps. La perte de son sang est une infirmité, et dans son cœur, elle languit, se sentant abandonnée. 1er novembre, toujours à Versailles, je fis mon bonjour.
Le 11 novembre, par un édit daté de ce mois, j'ai interdit aux catholiques de ce royaume de contracter mariage avec ceux de la RPR. Du 19 novembre, une déclaration de ce jour oblige les juges ordinaires d'aller visiter les malades de la RPR pour savoir s'ils veulent vraiment mourir dans leur religion. Le 2 décembre, la cour revint à Saint-Germain. Le 24 décembre, je fis mon bonjour dans l'église paroissiale, puis touchois les malades dans les jardins du château. Le 26 décembre, il me faut revenir sur l'affaire des empoisonneurs. À la fin du mois de septembre et au début octobre, la Filâtre, le faux abbé Gribourg et leurs complices imaginèrent de compromettre nombre de personnes de qualité dans l'espoir d'y gagner l'indulgence des magistrats ou d'obtenir la cessation de la procédure. Dès lors, non content d'avoir dénoncé sans preuve monsieur le maréchal de Luxembourg, madame la vicomtesse de Polignac, madame la duchesse de Bouillon, madame la comtesse de Soissons et d'autres, ils insinuèrent que madame de Pontespan leur aura acheté des filtres et des poisons et qu'elle leur aura même requis des messes noires. Je dus expliquer à monsieur de Larigny qu'on le dut poids pour une large part, conseiller à madame de Soissons de quitter la France, interdire les registres d'interrogatoire au profit de feuilles volantes et enfin, morigéner encore madame de Montespan. Elle ne pourra avoir requis des messes noires, elle le jurera, et je la croyais. Mais elle avoua avoir fait acheter des fils pour augmenter l'amour, ce qui la lia, malgré elle, en eux et en ses mauvaises compagnies. Et je lui rappelai ma phrase du mois d'août sur la femme de César. 31 décembre. Le royaume est florissant. Vauban veille sur les frontières, nous aménage la place d'Unig pour la défense de la Haute-Alsace. Il a fait de Toulon avec sa nouvelle Darse, un arsenal géant et imprenable. Colbert a inventé les 3 classes de la marine. 20 000 jeunes hommes des atterrages servent dans notre marine. 20 000 naviguent au commerce et 20 000 sont présentement au repos. L'Alsace est maintenant une province françoise, les villes de la Décapole ayant toutes fait leur soumission et marqué leur fidélité à la couronne. Versailles ne cesse d'être embellie. Le Grand Degré est achevé. Sur la place d'Armes, les écuries sont presque finies de construire. L'Espagne continue de vouloir guerroyer, mais c'est surtout en parole et non en acte. J'omis de marquer la mort de M. Riquet, qui conçut et fit creuser le canal des 2 mers et qui est à la merveille du royaume. Notre conférence avec le surintendant des bâtiments fit ressortir pour 1680 une dépense fort grande. Elle atteignit 8 160 000 francs, dont 4 886 000 pour Versailles, 570 000 pour Saint-Germain et 484 000 pour Marly. Les gens de lettres, avec 49 000 francs, n'ont point été oubliés. Voici clos l'année 1680. Je vais poursuivre avec l'année 1681. Du 21 janvier, on publia ma déclaration pour le maintien de l'ordre dans les écoles de droit. La duchesse de Fontanges me fait pitié, mais je n'ai plus de sentiment pour elle. Son esprit est inexistant et voici que maintenant sa santé faiblit et sa beauté se fane. Je pense que chacune de mes amies correspond à une réalité de mon cœur ou de ma tête. La duchesse à ma faiblesse, ATH à mon habitude et SC à mon goût présent. Je visite encore ATH 2 fois par jour avant dîner et vers 8 heures le soir. Mais on m'assure, avec quelques impertinents, on surnommé Françoise Caron, née d'Aubigné, madame de Maintenon. Il y a peu de jours, nous conclûmes un accord secret avec monsieur l'électeur de Brandebourg. 22 janvier. Hier, le château de Saint-Germain vit créer un admirable ballet de cour, le triomphe de l'amour. Les paroles en sont de Quinault, la musique de Lully, Monseigneur et madame la Dauphine y figurèrent, mais aussi le comte de Vermandois, la princesse de Conti et la jeune mademoiselle de Nantes, dont on admira l'agilité. Ce fut ainsi le ballet de mes enfants. Du 2 février. Obéissant à nos souhaits, mademoiselle fit don de sa principauté de Dombes à mon fils, le duc du Maine. Le 5 mars. Je supporte mal désormais la duchesse de Fontanges. Elle va devoir quitter la cour. Les méchantes langues assurent qu'en 3 ans, elle me coûta 2,5 millions. Les joyaux en su. On dit aussi qu'il est vrai que ATH coûte 800 000 francs par an et au long des années. Ce qui est assuré, c'est que Clagny coûta 128 000 livres à lui seul l'année dernière. Monsieur d'Aguesseau, intendant du Languedoc, a inauguré le canal des 2 mers, la merveille de l'Europe, c'est ainsi qu'on le nomme, enfin achevé ou presque. Du 30 mars, la cour et la ville chantent les louanges d'un gros ouvrage de monsieur l'abbé Bossuet, ayant pour titre « Discours sur l'histoire universelle », un livre entièrement conçu pour l'éducation et l'instruction de Monseigneur. Le dessein de ce savant traité est de montrer que sur cette terre, tout obéit au plan de Dieu. Depuis plusieurs jours, M. de Marillac, encouragé par M. de Louvois, applique en son intendance de Poitiers un plan fort simple pour rater la conversion des religionnaires. Il impose à ces derniers des garnissaires, de préférence à tout autre.
Comme les 10 garnissaires sont presque à chaque fois des dragons, on a inventé aussitôt le mot de dragonnade pour désigner cette manière particulière d'entendre le logement des gens de guerre. Le 10 avril, Madame, qui n'aime guère les jésuites, me conta une histoire coquine qu'elle prétend tenir du chevalier de Lorraine. Un écolier qui erroit chaque nuit et faisait trop d'espièglerie fut menacé par les pairs d'être fouetté d'importance. Il se fit alors peindre sur les fesses Saint Ignace d'un côté ou Saint François Xavier de l'autre. Lorsqu'il tomba entre les mains des pairs, qui ne vouloient toujours fouetter, il se jeta à genoux et invoqua à voix haute Saint Ignace et Saint François Xavier. Cela n'empêcha point de lui descendre la culotte, mais apparurent alors les deux saints. Les pères fouetteurs de crier au miracle, l'espiègle de Venoy un saint. L'histoire est probablement inventée, mais elle n'est point innocente. Du 11 avril, une ordonnance signée de moi dispense du logement des gens de guerre tous les religionnaires qui se feront catholiques. Du 23 avril, depuis le 15, nous sommes à Saint-Cloud. Monsieur et madame nous offrent à l'envi promenades, chasses, bals et comédies. Je vis la belle mademoiselle de Pienne, dont ATH de parois point jalouse, alors qu'elle jalouse SC. Du 29, après Saint-Cloud, puis Saint-Germain, nous sommes de nouveau à Versailles. Lauzun a quitté sa prison de Pignerol. Le 2 mai, M. l'abbé Bossuet est nommé évêque de Meaux. Il l'a bien mérité. Peut-être devient-il un jour archevêque de Paris. Le 19 de mai, le canal des deux mers est véritablement achevé. Il fut ouvert le 15 à la navigation. Aujourd'hui, la Chambre de l'Arsenal reprit ses activités, mais en réservant désormais toutes les pièces du dossier des empoisonneurs qui mettra en cause Madame de Montespan. Du 17 juin, j'édictoie une déclaration permettant aux enfants de la RPR de se convertir dès l'âge de 7 ans et interdisant aux parents de faire élever leur enfant à l'étranger. 28 juin, la pauvre Fontange mourut hier à Port-Royal de Paris où elle la voit retrouver refuge. Je la vois revue et je la vois pleurer. Il paroit qu'elle me dit quelque chose comme « Je meurs, mais je meurs heureuse puisque je vis pleurer le roi ». Mais ce fut dans un murmure et les mots se devinoient et ne s'entendoient point. Du 9 juillet, un arrêté du Conseil décide la fermeture de l'Académie de Sedan, lequel formoit les ministres, prétendus réformer les plus fanatiques. Le 17 de juillet, nous conclûmes il y a quelques jours un traité secret avec monsieur le duc de Mantoue. Nous lui assurerons la protection et les subsides de la France. En contre-échange, ce prince nous concéda le droit de tenir une garnison permanente à Casale. Cette place est la capitale du Montferrat. C'est aussi véritablement la clé de la Lombardie et du Piémont. Du 29 juillet, nous quittons demain Versailles pour Fontainebleau, où je pense à rester de moi. Le public put admirer la portion achevée de la grande galerie de Versailles. Le 22 août, la grande ordonnance de marine, datée de ce mois, œuvre de Colbert, est un monument du droit. Dans l'esprit du regretté sieur Grotius, elle justifie la guerre au commerce et le droit de prise. Ce n'est d'ailleurs là qu'un point entre bien d'autres. Du 27 septembre, ayant appris dans la nuit que Strasbourg, à qui nous reprochons d'avoir trahi sa parole et violé la neutralité, est investi, j'annulois le voyage de Chambord et préparerai sans délai mon départ pour l'Alsace. Du 30 septembre, je quittois Fontainebleau avec ma famille en direction du Rhin. Le 3 octobre, arrivé à Vitry-le-François, je reçus pour ratification le texte de la capitulation de Strasbourg que m'envoya M. de Louvois ou le baron de Montclar, qui avoit déjà pénétré avec ses troupes. 14 octobre, à Célestat, je reçus le magistrat de Strasbourg. J'ai omis de marquer que je fis Mansart mon premier architecte. Nous allons visiter quelques places de la Haute-Alsace et du Brisgau. Brisbach, Fribourg, Huningue et Colmar. J'omis aussi de noter en son temps que le même jour, à savoir le 32 septembre, nos troupes entrèrent à Strasbourg, maîtresses d'un pont sur le Rhin et porte de l'Allemagne, et à Casale, qui est la clé de l'Italie. Le 23 octobre, nous entrâmes à Strasbourg à 3 heures de relevée. Accueilli par un magistrat, malgré qu'il en eût d'apparence humble et soumise, le soir même, je fus inspecter les forts du Rhin et de Kehl, et les travaux de la citadelle. C'est une grande joie que d'être le maître de Strasbourg. Un de nos premiers soins sera de rendre la cathédrale au culte catholique. Le 31 octobre à Nancy. Ce jour, je passe en revue la garnison françoise. Je sus que l'Assemblée générale extraordinaire du clergé, qui ne réunit pas moins de 70 députés, se tint pour la première fois au Grand Augustin à Paris. Le 27 de ce mois, cette Assemblée se veut un concile national et prétend nous soutenir contre Rome. Novembre. Le 9, au Grand Augustin, fut l'ouverture solennelle de l'Assemblée du clergé. M. de Meaux y prononça un sermon sur l'unité de l'Église, un sujet fort opportun. Par lettre patente de ce mois furent légitimés Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, et François-Marie de Bourbon, seconde mademoiselle de Blois. Du 26 novembre,
6 commissaires de l'Assemblée du clergé, dont M. Demeaux, furent chargés d'étudier avec soin la question de la régale. Du vendredi 5 décembre, je passois la journée à Paris en compagnie de Monseigneur et de Monsieur. Nous visitâmes au Roule la pépinière royale. J'allois ensuite voir à l'hôtel Grammont, dans l'enceinte du Louvre, les tableaux et dessins, puis ensuite nous nous rendîmes rue Vivienne, près du Palais Royal. Nous visitâmes la bibliothèque et le cabinet des médailles, puis le laboratoire de M. Chimiste, qui est aussi le médecin ordinaire. Enfin, l'Académie des sciences. Colbert nous fit voir les ouvrages enseignés de cette compagnie et ceux que l'on va imprimer. Je dis alors à ces messieurs: il n'est point nécessaire, je crois, que je vous exhorte à travailler. Je vois assez que vous y appliquiez de vous-même. Il nous montra ensuite l'atelier de taille douce. Enfin, M. de Cassini me montra et nous expliqua les deux machines de M. Renner, astronome danois. L'une est conçue pour le calcul des éclipses, l'autre fait la théorie des planètes. Colbert fut fort heureux de cette visite. La rue Vivienne est son fief et son apanage. Nous fûmes au sortir de l'académie chez le duc de la Feuillade, mon ami, voir ma statue pédestre que le sculpteur Desjardins n'a point encore achevée et qui est destinée à l'ornement de la place des Victoires. Le 24 décembre, je fis mon bonjour en la paroisse de Saint-Germain, recevant notre Seigneur des mains de monsieur le cardinal de Bouillon, puis vint toucher 500 pauvres malades. Du 31 décembre 1681 restera dans l'histoire de France comme l'année de la Réunion de Strasbourg. Les dépenses des bâtiments montrent à 6 135 000 livres, dont 75 000 pour les gens de lettres. Colbert, qui jadis souffrit tant des dépenses de Versailles, s'efforça de ne point trop frémir au spectacle de ces chiffres. Marly coûta 100 fois plus, 309 000 francs. Cette année que le Louvre, 3 000. Versailles, 3 127 000. 1000 fois plus que le Louvre. Il est vrai qu'il n'est plus question pour moi de retourner vivre à Paris. Comme mes ancêtres donnèrent à la justice leur noble palais de la Cité, j'ai donné depuis 1672 mon palais aux lettres et aux arts. Je fais don à Monseigneur de toutes sortes de curiosités, de tableaux pour son cabinet. Lorsqu'il sut que Madame de Fontanges se retirait en un couvent, Monsieur de Bussy-Rabutin, roi déclaré, ce n'est plus. Le roi te touche, Dieu te guérit. Mais le roi te baise, Dieu te sauve. Il mériterait de retourner à la Bastille pour quelque temps. Voilà la fin de l'année 1681. Je vais terminer par un chiffre pair. Je vais vous lire l'année 1682 et je clôturerai cette 5e partie du journal secret de Louis XIV. L'année 1682. 4 janvier. Le 1er janvier, Monseigneur fut reçu chevalier de nos ordres. Colbert m'avertit que des voleurs viennent au Louvre enlever le bois des bâtiments inachevés, même les lambris. Je reçus à Saint-Germain l'ambassadeur du sultan du Maroc, Moulay Ismaïl. C'est envoyé avoir mission de me donner 2 lions, 4 autruches et une tigresse apprivoisée. Le 24 janvier, le Parlement enregistra notre édit de janvier sur l'usage de la régale. Les bruits de guerre augmentent à la cour et à la ville. Le 31 janvier, les bâtards de la RPR devront être élevés dans la religion catholique. Nous avons augmenté à l'électeur de Brandebourg nos subsides. Le 28 de février, les envoyés du Maroc sont repartis. L'empereur crut bon de rejoindre la Ligue hostile formée contre nous par la Suède et les Provinces-Unies. Le 8, l'abbé Bossuet prit possession du siège de Meaux. Le 18 mars, on apprit que le sieur Cavelier de la Salle, descendant les rivières de l'Illinois, atteignit le 6 de février le fleuve Mississippi. Je reçus Lauzun, revenu de Pimgrol, et l'administrat de bonne manière. Le 19 mars, l'Assemblée du clergé de France approuvera ce jour une déclaration sur la puissance ecclésiastique Cleri Gallicani de Ecclesiastica Protestate Declaratio, que nous rendrons exécutoire par l'édit de ce mois. L'évêque de Meaux a eu sa part des plus importantes. Le 23 mars, toujours fort gallican, le Parlement a enregistré avec satisfaction notre édit sur la puissance ecclésiastique. Je fis une action en apparence pacifique, en réalité presque héroïque, en annonçant à l'ambassadeur d'Espagne que je voulais bien lever le blocus de Luxembourg. Les Turcs sont en Hongrie et je ne peux point sembler en profiter. D'avril 1682. Nous signâmes à la fin de mars des traités d'alliance avec le royaume de Danemark et avec le Brandebourg. Les stations de carême ont, surtout à Paris, connu un immense succès. Le 12, je voulus bien recevoir M. de Bussy-Rabutin, lequel, après 1 an de prison, a subi 17 années d'exil. Le 18 eut lieu à Paris la première représentation de Persée, tragédie lyrique de Lully sur un livret du sieur Quinault et dans des décors de Bérain.
Le 20 avril, nous voici les hôtes de monsieur, à Saint-Cloud pour 2 semaines. Il y a trop de travaux à Saint-Germain pour y demeurer en paix. Et Versailles, qui va devenir notre résidence établie, résonne encore de trop de coups de marteau. Le 29 avril, je fis avec la Maison Royale le déplacement de Paris pour la bénédiction de Notre-Dame d'une nouvelle cloche qui sera nommée Emmanuel Louise Thérèse. Le 30 avril, aujourd'hui c'est à Versailles que nous avons une bénédiction, celle de la nouvelle chapelle du château. Le 2 mai, je suis entouré de 3 femmes aimantes et mon particulier n'en est point plus aisé. Madame F.C. se refuse toujours par vertu, elle veut me rapprocher de la reine, cette dernière le sait et ne tarit point d'éloges la concernant. ATH se refuse souvent de fois aussi, par jalousie envers SC. De ce double refus, je suis la victime. Or, les esprits légers, ils sont légions, m'attribuent un pouvoir sans limite. De tous ces refus, seule la pauvre reine, mon épouse, tire bénéfice. Dieu protège cette douce princesse. Il est pourtant une issue au labyrinthe. Je suis décidé de donner son congé à la belle ATH. Non point de la chasser de la cour, car son esprit et ses entretiens n'ont pas de prix, mais de l'éloigner de mon intimité. Ces exigences sont difficilement supportables. Ma patience est à bout. ATH aura cherché cette seconde rupture, venue après 15 ans de liens affectueux. Ce passé m'est cher et je ne puis oublier qu'elle est la mère de plusieurs de mes enfants, mais elle a trop usé de son amour-propre et abusé de son pouvoir excessif. Hier, 1er mai, nous avons, moi et la reine, visité l'observatoire, sous la conduite du sieur Cassini, puis l'hôtel royal des Invalides. Le 6 mai, nous prîmes enfin possession de Versailles. Je veux fêter l'événement dans quelques jours par une course de bagues et de têtes. On sut que le sieur Cavalier de la Salle nomma Louisiane, de notre nom, le pays des Arkansas et des terres que par lui explorées au cours inférieur du Mississippi, et dont il a pris possession au nom de la France, cependant qu'il donna au dit Mississippi le nom de fleuve Colbert. Le 10 juin, depuis 2 semaines, je dus nettoyer Versailles, c'est à savoir mettre fin au débordement ultramontain en cette cour. Ce ne sont point choses nouvelles, comme en témoignent que Socrate et Jules César, mais je dois veiller sur les miens, lesquels se sont trouvés assiégés par de jeunes débauchés de leur encours. Ces insensés s'en étoient pris à mon fils le comte de Vermandois, qui n'a pas 15 ans, et ils alloient assigner ensuite Monseigneur. Je dus presser Vermandois de questions pour éclaircir toute l'affaire. Il avoua tout. C'est ainsi que depuis le début de ce mois ont été exilés ou éloignés monsieur le prince de la Roche-sur-Yon, le marquis de Créqui, madame de Mineur et de la Caillemotte, le prince de Turenne et bien d'autres. Les princes Lorrain, comte de Brionne et comte de Marsan ne restent ici que sous bénéfice d'inventaire. Le 29 juin, par lettre de cachette ce jour, je félicite, remercie et disperse ma remonte assemblée du clergé à monsieur le cardinal d'Estrée de calmer maintenant le pape Innocent XI, que sa sainteté cesse de menacer d'interdire notre royaume, et nous nous engagerons à ne plus irriter Rome. Plusieurs actes royaux datés du présent mois interdisent aux religionnaires certains états ou professions comme notaire, procureur, assesseur de justice, huissier ou sergent. Le 21 juillet, à Versailles, nous avons pu admirer Persée de Quinault et Lully. Le Parlement n'a toujours pas encore enregistré notre édit de ce mois, destiné à punir la magie, les sortilèges et l'empoisonnement, et à réglementer la vente des drogues dangereuses, comme l'arsenic. La fin de la chambre ardente donne de la joie aux magistrats qui la composoient et qui génoient d'avoir à s'occuper tous les jours de ces matières abominables. Nous faisions démolir nombre de temples, dès lors qu'ils n'ont point soit été bâtis, soit conservés en vertu de l'édit de Nantes. L'électeur de Brandebourg me fit donner 10 beaux chevaux et une magnifique calèche. Le 6 août, naquit à Versailles Louis de France, duc de Bourgogne, fils de Monseigneur, et de Madame la Dauphine. Il y aura bien des tédums dans ce royaume, Monseigneur éclate de joie. Le 25 août, Paris a célébré dans la joie, le bruit et la lumière la naissance de mon petit-fils. Le plus beau fut l'illumination du Louvre et les bords de la rivière Seine. Madame la Dauphine ne se remet pas vite depuis son accouchement. Duquesne partit bombarder à Alger, ce qui lui sera l'occasion d'éprouver les galiotes à bombes de l'invention de l'ingénieur Petit Renault. Le 32 septembre, au début de ce mois, on put voir une comète plus petite que celle de l'année précédente, mais assez grande pour être observée. Comme à chacune de ces telles apparitions, le bas peuple y vit un mauvais présage. Depuis le 26, la cour est à Chambord. Nous y allâmes par le chemin des écoliers reçus à Maintenon par monsieur le duc du Maine. Ce mois de septembre fut marqué aussi par une véritable résurrection du chancelier, monsieur le Tellier, qui n'a point de 79 ans et qui souffra d'une très violente fièvre tierce, sembla condamné, et je craignis pour ses jours. C'est pourquoi je rappelai de Flandre, monsieur de Louvois,
assister son vieux père. Mais tout cela est oublié. Monsieur le chancelier de Tellier gambade, ou presque. Il est parfaitement débarrassé de sa fièvre par le moyen du quinquina, préparé comme le veut le célèbre docteur Talbot, médecin anglois. Autre affaire, à Vienne en Autriche se fit une confédération de nombreux princes allemands, lesquels réclament à grands cris le respect des clauses des traités de Westphalie et de Nimègue. Le 29 octobre, on apprit que M. de Preuilly, lieutenant général de nos armées navales, prit le risque d'un combat inégal pour refuser le salut à l'amiral d'Espagne, même dans le port de Cadix. Mais l'amiral d'Espagne prit le parti de rompre. Monseigneur me donne du tourment avec toutes ses indigestions et il engraisse de par trop. Il dévore comme un ogre et pourtant il n'est jamais rassasié. Il grossit tous les jours. Que Dieu nous accorde, puisse-t-il ne point succomber à quelque apoplexie. Il pense conserver la santé à force d'exercice à cheval, qu'il multiplie et où il excelle toujours à court le cerf, le sanglier, le loup. Mais ce n'est point là le remède, me faisant aucun exercice à pied. Le 16 de novembre, la cour est de retour à Versailles, sa nouvelle demeure. J'ai établi des réceptions régulières pour le divertissement des dames et seigneurs de notre entourage. 3 soirs par semaine, il y aura réception, jeux, danses et divertissements. Chez moi, et les dites réceptions seront nommées tout uniquement appartements. Le collège de Clermont, rue Saint-Jacques, à Paris, qui est renommé et que tient la Compagnie de Jésus, devient le collège royal de Louis le Grand. J'accordois à Sarre-Louis nombre de privilèges. Le 31 décembre, comme les autres années, j'examinois avec Colbert les comptes annuels des bâtiments. Nos dépenses montèrent à près de 7 millions, dont 2 811 000 livres pour Versailles et 514 000 livres pour la machine de Marly. Saint-Germain coûta 626 000 francs, Marly 300 000, les gratifications à messieurs les gens de lettres furent de 63 000 francs. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir écouté le journal secret de Louis XIV. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain où nous commencerons l'année 1683. Je vous remercie et je vais donc conclure ce petit salon d'Histoire de France, journal secret de Louis XIV. J'espère que cela vous a plu. Merci à vous et à donc mardi prochain pour un nouveau Histoire de France. Nous espérons que le récit sur Louis XIV partie 5 vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, le journal secret de Louis XIV partie 6.